Lorsqu'on parle de Saint-André-Avelin, village et paroisse, il est difficile de se rendre compte que M. André Avelin a déjà existé. Ce soir, comme à l'habitude avec M. Jacques Lamarche, nous allons retracer l'histoire de Saint-André-Avelin, village et paroisse, lors de l'émission L'héritage de nos ancêtres. Monsieur Jacques Lamarche, on parle de Saint-André-Avelin, mais pour arriver aujourd'hui en 96, qui est arrivé en premier au début? Il faut remonter à 1842, à l'Acte d'Union, quand le Bas et le Haut-Canada se sont réunis et que Louis-Joseph Papineau était en exil depuis 1837 avec la Cour des Patriotes. Il avait besoin d'argent. Alors son frère, Denis Benjamin, qui était député, qui est devenu premier ministre, a ouvert des nouvelles concessions. Et c'est comme ça qu'ils ont débordé la rivière de la Petite-Nation, sont arrivés dans le rang Saint-Joseph, le rang Saint-Louis, et les premiers colons qui venaient d'en bas, de Plaisance, de Papineauville, de Montebello, ont débordé la rivière et acheté les premières concessions. Ça coûtait 40$ peut-être. Ils ont payé jusqu'à 1950. Et ils sont installés dans le petit Saint-Joseph et dans la Côte-Saint-Louis, qui prépare l'avenue du village. C'est comme ça que ça a commencé. Ça, en débordant de la rivière, et ça l'a amené toutes les fondations des 6 grands rangs de Saint-André-Avelin. Et tranquillement, la création. À ce moment-là, vous voyez, on est vers 1842, vers 1847, il y avait la MRC de la Petite-Nation, la première municipalité régionale qui comprenait tout Bon Secours, qui comprenait Calèche-Carole, et il fallait des représentants des différents coins. Et on a eu nos premiers représentants vers 1847. Ça s'est aboli. Et il faut attendre à 1855. C'est en 1855 que Bon Secours, qui avait été, disons, colonisé, puis qui avait son église depuis 1813, que Bon Secours s'est tellement élargi que les Occidentaux puis les Orientaux, les gens de Plaisance puis de Bon Secours, ben, ils disaient hey, « c'est trop loin ». Et puis à Papineauville n'existait pas. Alors tranquillement, les gens ont monté en haut. Et puis, un beau jour, en 1849, le curé Stercandriès, qui était un Belge épileptique, et qui avait de la misère, il crevait de faim à Montebello. Le jour de Noël, ça a foutu son camp. Les gens de Saint-André, tranquillement, ils ont promis de bâtir une église, une chapelle. Ils ont bâti une chapelle, ils ont bâti un presbytère. Il est resté ici 6 ans. Et en 1855, le gouvernement a autorisé la création de la paroisse de Saint-André-Avelin. Et ça fait 141 ans que Saint-André-Avelin existe. Et on parle en 1855. Combien, et si on parle en termes de population, combien de gens il y avait? Les premiers recensements, il y avait peut-être une quarantaine de personnes. Mais si on monte à 1900, on en retrouve, je pense à un moment donné, j'ai pris le chiffre. J'ai pris le chiffre en quelque part. Il y a 803 habitants, 173 contribuables qui valent 200 000 $ et qui payent des taxes pour 23 000 $ en 1900. Ça a repris 45 ans. Les premiers budgets, c'était tranquille. Il n'y avait pas de dette. C'est en 1900 que la première dette est arrivée. Et tout de suite, ils ont mis une taxe. Et puis, un an après, en 1901, il n'y avait plus de dette. Les cultivateurs ne voulaient pas avoir de dette. Et leur travail, en général, est-ce que c'était justement simplement des cultivateurs? De quoi quel était leur travail? Les premiers colons, c'est un peu l'histoire dans toute la région, les premiers colons étaient à la fois défricheurs, cultivateurs, bûcherons et draveurs. C'est-à-dire que
ils ne défrichaient pas leur terre, pas la couronne, mais le seigneur les reprenait la terre. Alors, il fallait qu'ils défrichent leur terre, qu'ils s'y installent. C'était toutes des terres à bois parce que toute la région était... Et le moulin de Papineau a été fondé pour ça, pour couper du bois puis alimenter l'Angleterre vers 1807. Alors, vers 1850, les gens ici défrichaient leurs terres, bâtissaient leur carré de maison le plus vite possible et semaient pour pouvoir avoir de quoi manger. Avaient des moutons, une vache, un porc, parce qu'à Noël, ils tuaient le cochon, puis là, c'était une jolie fête. Ces gens-là, c'est curieux parce qu'on dit les pauvres colons, ces gens-là étaient plus riches que les gens des villages. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais il y avait besoin de rien. Ils mangeaient à leur faim. Le chevreuil, le bœuf, quand il était tué, ça leur faisait des souliers. Le mouton, il y avait des moulins pour la laine. Les moutons servaient de vêtements. Les gens pouvaient s'habiller. Il y avait leur caveau. Il y avait de la glace, il y avait de la paille. Alors, les maisons n'avaient pas de cave. Mais quand ils faisaient, les maisons avaient à peu près 20 par 28. Et quand la première chose qu'ils faisaient, ils faisaient un grand trou d'à peu près 6 pieds dans la terre. Et ça, c'était leur caveau. C'était là-dedans qu'ils gardaient tous leurs légumes, tous leurs choux, leurs patates, leur salé. Et puis à côté, il y avait le puits dans lequel ils gardaient le lait, le beurre. Alors, ces gens-là avaient tout ce qu'il leur fallait, sauf de l'argent. Et c'est pour ça que, arrivé au mois d'octobre, bien, quand les grands chantiers de Filet-Montreuil et de Papineau sont ouverts, bien, les gens partaient. Les hommes partaient. Même beaucoup de familles partaient au Lac-Supérieur ou du côté de la Gatineau et revenaient au mois de mars. Alors là, ils étaient payés. Il y en a plusieurs, les garçons, là, ben, peut-être qu'ils allaient fêter un peu plus. Mais les chefs de famille revenaient. Et là, il y avait de l'argent. Mais cet argent-là, il n'y avait pas d'institution financière. Alors cet argent, leur richesse, c'était la terre. Les terres se vendaient 40 $, mais je me rappelle quand le rang Saint-Denis, ici, s'est ouvert, c'était un des très grands rangs. Les Bédards, en 1900, avaient peut-être payé leur terre 1000 $, puis ils l'ont revendu quelques années plus tard, 3500. Et aujourd'hui, les terres ne se donnent pas, c'est un peu partout. Alors les gens vivaient de travail. Ils étaient levés de bonne heure le matin à 6 heures, ils attelaient les chevaux, ils venaient peut-être ici au village, parce que là, ils venaient vendre le lait, les œufs. C'est comme ça que tranquillement, la paroisse, autour de l'église, avait peut-être 1 million de mètres carrés, 130 millions de mètres carrés, mais c'est constitué un village, des petits commerces. Et ça leur a pris 45, 60, ça leur a pris 60 ans. À un moment donné, les commerçants ont dit, nous autres, on a besoin de protection. Quand est arrivé le 3 décembre 1911, un incendie qui a dévasté un magasin en pleine nuit, puis même ça a été un incendie criminel, ça a pris des années pour le trouver, mais ils l'ont trouvé. Les maisons autour se sont toutes été ravagées. Et, alors, il n'y avait pas de service de pompiers, il n'y avait pas de service de pompe. La rivière était là. Mais si on regarde le site de Saint-André, il faut descendre 50 pieds, il n'était pas équipé. Alors, tout a brûlé. Et les gens ont dit, on a besoin de protection. On a besoin d'eau, on a besoin d'espace, on a besoin d'espace pour nos vidanges, on a besoin de trottoirs, ce que la paroisse n'avait pas. Alors, c'est comme ça qu'en 1912, ça s'est fait dans l'harmonie. La paroisse religieuse a dit, très bien, les gens d'en bas, de l'autre côté de la rivière, ça sera la paroisse. Puis les gens d'en haut, là où on est, ici en haut, ce sera le village. Et le maire Beaune, le docteur Beaune, a été élu maire, et c'est comme ça que la vie a commencé dans le village. Et vous parliez qu'ils coupaient les arbres, défrichaient leurs terres, tout ça, ils travaillaient fort. Mais est-ce qu'il y avait de la place pour les loisirs à cette époque-là? J'imagine que oui. Qu'est-ce qu'on faisait? Les fêtes, les danses, les réunions, les gigodons, toutes les possibilités. Il y avait, d'une part, des fêtes religieuses. Ah, ça, la fête des moissons, la bénédiction, le carême, la fête Dieu, la fête de Noël. L'Église avait
l'Église était très démonstrative. Ça correspondait avec les gens. Les gens travaillaient fort, mais le soir, les fins de semaine, ils se fréquentaient. Il y avait... parce qu'il n'y a pas d'électricité en à l'huile, alors les couples se couchaient de bonne heure. C'est ce qui explique le grand nombre d'enfants. Et les cousins, les cousines, alors, à cause de leur travail, les femmes et les hommes avaient besoin de se dérider, de sortir, de chanter dans tous les rangs. Il y avait des visites, les gens attelaient, le boguet, et attelaient les carrioles. Il y avait des fêtes, il y avait des raconteux, il y avait des danseux de gigue, il y avait des danseux de violon. Et puis, il n'y avait rien. Tu sais, quand les jeunes marchaient au petit catéchisme, ici, les filles d'un bord, les garçons de l'autre, dans les familles, c'était pas les filles d'un bord, les garçons de l'autre. Tout le monde était là, dans la cuisine, dans le salon, les plus jeunes, les gars, les filles. Alors, il n'y avait pas de pudibonderie. Puis à part de ça, ce qui explique un petit peu la façon de vivre, c'est que dans la maison en bas, vous aviez la cuisine d'été, vous aviez le petit salon où vous pouvez rentrer M. le curé une fois par année, mais il y avait surtout la grande cuisine. Puis en haut, bien, il y avait un grand grenier, puis tout le monde couchait là. Ah ouais. Alors quand vous avez des familles de 12, 13 enfants, des gars, des filles, qui couchent tout ensemble, bien, c'est rendu à 12, 13 ans, c'est pas les premières paires de fesses qu'ils voient. Et c'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, on va peut-être cacher certains gestes. Là, c'est tout à fait naturel. Les familles étaient grandes, ouvertes et très joyeuses. Et comment était la vie de tous les jours d'un homme ou d'une femme, là? Les femmes, le matin, tout le monde se levait vers 5-6 heures. Les femmes se lançaient au poulailler. Et surtout quand la plus vieille, quand le garçon aîné avait amené sa bru, alors la mère pouvait se reposer un peu, c'était la bru qui faisait ça. Mais le matin, il fallait se lancer au poulailler, aller chercher des œufs. Et tout de suite, aussitôt que le bonhomme était debout, lui, il attelait, puis il venait vendre des œufs au village. Ça, il faisait que quelques sous. Il revenait, pendant ce temps-là, les femmes qui avaient préparé le déjeuner des enfants, là, commençaient à préparer. Les enfants n'allaient pas à l'école trop. Dans ce temps-là, vers du 150, du 160, le ministère de l'Éducation est arrivé des décennies plus tard. Il y a eu quelques petites écoles de rang, mais en 5e année, c'était fini. Parce que, puis même, quand arrivait le mois de mai, il y avait besoin des enfants à la maison. Alors, les gars, les filles travaillaient, tout le monde travaillait dans les champs. Les filles allaient porter de l'eau ou du lait au père et aux grands garçons. C'était du travail d'un champ. Il y avait des chevaux, il y avait des animaux. Tout se faisait à la main. Et ils ne revenaient pas dîner à la maison. Ils dînaient dans les champs, mais le soir, vers 4h, 5h, là, ça revenait. Et là, les femmes retournaient faire le train avec le bonhomme. Ça soupait de bonne heure. Ils jasaient un petit peu. À la maison, les femmes étaient les administratrices et les administratrices et les trésorières. C'est eux autres qui contrôlaient tout sans que ça ait l'air. C'est eux autres qui prenaient les décisions. Le père était celui qui décidait de l'achat des animaux, de la vente de la terre, du départ, mais tout l'éducation, tout l'entretien, c'était les femmes. Et il était courageuse, mais il avait été élevé de même. C'était naturel. Et quand on dit les familles avaient 12, 13 enfants, les jeunes filles se mariaient jeunes, les hommes se mariaient beaucoup plus tard parce qu'il leur fallait de l'argent. Eux autres, ils voulaient acheter de la terre ou bien s'établir. Surtout ceux qui quittaient le village, bien là, c'était bien compliqué parce qu'il fallait qu'ils allaient acheter des terres. Quand ils amenaient une fille, la bru, leur femme à la maison, bien, les parents pouvaient se donner à eux autres, ils n'avaient pas besoin de débourser d'argent. Mais, alors, tout ce monde-là était à la maison, mais c'était dans une atmosphère joyeuse. Il ne faut pas oublier que beaucoup de nos ancêtres qui sont arrivés ici en 1600 ont connu le pays de Champlain, le pays des coureurs de bois, ont connu les Amérindiennes, ont connu les Indiennes. Et à ce moment-là, on a eu dans notre formation une qualité qu'on n'a pas retrouvée un petit peu plus tard. Les parents n'étaient pas ce qu'on appelle... ils ne frappaient pas les enfants. Nos parents, nous autres, puis les maîtresses d'école, hein, si c'était le malheur d'être gaucher, t'en reçois des coups de règle avec ses doigts pour devenir droitier. Et puis, les vieilles expressions, mon petit gars m'a botté le cul, ça, nos grands-parents connaissent ça. Les anciens grands-parents avaient encore
douceur indienne. Parce qu'on veut pas, ici, c'était tout un territoire amérindien, c'était plein d'Algonquins, jusqu'à 1650. Alors, on a quand même tous un peu, soit du sang français, ou irlandais, ou écossais, hein, mais aussi du sang indien. Alors, il y avait une grande douceur dans la famille. Et c'était pas le père qui chicanait, c'était la mère qui fronçait le sourcil. Oui. C'était la mère qui avait l'autorité. Et la religion, à l'époque, c'était strict, les gens croyaient il y avait beaucoup. Un phénomène de liturgie, d'espérance, de tradition. La foi ne se posait pas de questions. Le curé l'a dit, c'est vrai. Le curé, puis le notaire ou le médecin, étaient les seuls hommes instruits. Puis les gens ne venaient pas à l'église tous les dimanches. C'était trop loin. Mais le curé se promenait. Le curé était l'autorité. Écoute, si ça fait un an que tu es marié, ma fille, et puis que tu n'as pas d'enfant, c'est bien de valeur. Mais tu es en état de péché mortel. Et la petite fille, elle se précipitait dans les bras de son mari ou dans les draps. Vous avez 7-8 enfants? Non, vous n'avez pas le droit d'empêcher la famille. Vous êtes encore jeune, vous avez 30 ans. Et des familles de 16-17 enfants. Ça, l'autorité du curé existait. Mais les croyances, les péchés, à part de ce péché-là, vous savez, bon, la viande le vendredi, d'accord, on va lâcher du poisson, mais c'est le bonheur. Le poisson, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Alors, il mangeait du lard ou des bines, puis il y avait du lard là. Alors, il n'y avait pas de mythe. Les relations sexuelles étaient un peu plus normales, n'étaient pas cachées. La preuve, c'est qu'il y avait des enfants qui sont nés hors du mariage. Ça on les cachait. On le cachait même au curé, des fois. Mais, alors, il n'y avait pas de... La foi était là, puis il ne se posait pas de questions. Il n'y avait pas de théologie, ni de discussion. Mais c'était une foi spontanée, naturelle, qui s'exprimait aussi par des fêtes. Le mois de Marie, il n'y avait rien de plus beau, parce que chacun des rangs avait la croix du chemin, il y avait une grotte. Et là, les gars, les filles, les jeunes se réunissaient. Les parents se rappelaient qu'ils avaient connu le mari. Il allait chanter là, il allait dire le chapelet. C'était pas tellement pour dire le chapelet, mais c'était que tout le rang, chacun des rangs avait sa croix. C'était là qu'ils se réunissaient. Alors, et les réunions, les fêtes à l'église étaient des réunions, c'était des occasions de se réjouir. En sortant sur le perron, le gigueux puis le violoniste sortait son violon. Et puis, à la messe de minuit, il n'y avait pas d'orgue. Alors, c'était des violons, c'était de la musique, c'était de l'harmonium. Et les gens chantaient. Les gens, on a publié à un moment donné, ici dans la Petite Nation, 3 cahiers, une centaine de vieilles chansons qu'avait recueillies Marthe Major, Mme Julie Major aussi en a. Toute une série de vieilles chansons. Quand on pense au livre de Filion du premier côté de Saint-André-Avelin, qui avait été un succès, lui, il raconte toutes les fêtes qu'il y avait, toutes les occasions inimaginables. Alors, c'était un pays de misère. Nous autres, on calcule que c'était la misère. Mais eux autres, ils vivaient là-dedans de façon joyeuse. Ils n'ambitionnaient pas autre chose. Ça a commencé à changer lorsque les plus vieux ont commencé, lorsque les prêtres ont voulu prendre les plus intelligents et les envoyer au séminaire. Je me rappelle l'ancien maire de Saint-André, M. Benoît Roussel, contait que les Obleus étaient venus chez eux, puis il avait dit « Votre petit gars va être heureux au séminaire, il l'avait amené à Ottawa. » Mais je parlais pas un mot, dis moi anglais. Puis il dit « Moi, ce que j'aimais jouer à baseball. » Puis eux autres, ils ne voulaient pas. Au bout d'un an, je suis revenu chez nous, je suis rentré sur la terre. Je ne voulais pas devenir un oblat. Bon. Mais il y a eu beaucoup de recrutement. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, les jeunes garçons ont eu d'autres valeurs. Les gens ont eu besoin d'argent. Et là, ça transformait un petit peu la façon de vivre. Parce que là, il fallait réellement de l'argent. Et on parle de Saint-André-Avelin, mais d'où vient le nom? C'est un infirmier, Saint-André, qui demeurait italien, dans la région d'Avellino. Et la légende veut qu'un soir de tempête, alors que tout était en plein vent, les arbres tremblaient, tout ça. On voit d'ailleurs la peinture dans l'église ici à Saint-André. Lui a allumé son fanal et comme infirmier, il est parti voir des malades. Et partout, le vent soufflait, mais sauf son fanal. Son fanal est demeuré allumé. La légende veut. Saint-André, c'était un infirmier d'Avellino. Et la légende veut que
le Seigneur ait protégé les malades et Saint-André et sa lampe miraculeuse. Alors le nom vient de là, et aussi parce que l'arpenteur des Papineaux, André, c'était-tu Turcotte ou... En tout cas, son prénom, c'était André. C'est lui qui avait tout arpenté terre. Alors, ça aussi, ils ont aussi emprunté le nom de l'arpenteur, qui était un des neveux de Papineau. Eh bien, on parle maintenant, si vous voulez, de politique municipale. Est-ce que le rôle du maire était le même qu'il est aujourd'hui? Ah non, 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 non. Quand le docteur Bond était un gros colosse de 6 pieds et en 1912 est devenu le premier maire, la première préoccupation des maires, c'était d'avoir des ponts, des trottoirs. Vu que la rivière contournait toute la paroisse puis séparait le village, il a fallu, si on regarde dans les procès-verbaux, il a fallu avoir des gardiens de pont, il a fallu avoir des conseillers et pour surveiller les bois, la drave qui descendait, les billots. Il fallait le pont du Murisier pour aller à Ripon à l'autre bout. Il fallait le pont Titley, il fallait le pont... Ça a pris des années avant d'avoir le pont de fer ici. Et il y a de belles histoires là-dessus. Le gouvernement s'était trompé d'un pied. Et puis, il ne voulait pas payer, mais le pont, il aurait tombé à l'eau. C'était un pont de fer, le pont rouge. Les premiers travaux des conseillers, ça a été de surveiller les animaux. Pas que les animaux de la paroisse s'en viennent dans le village. Ça a été de créer des ponts. Ça a été de réduire les coûts. Quand à un moment donné, au bout d'un an, ils se sont trouvés avec une petite dette, bien, ils ont imposé une petite taxe. Ils ont consulté tout le monde. Puis tout le monde se connaissait. Aujourd'hui, avec 3000 habitants, le maire, il ne connaît pas tout le monde. Il en connaît plusieurs, mais le maire du temps, avec 150 voteurs, bien, puis il suffisait d'aller à l'église de temps en temps pour rencontrer ce monde-là. Alors, par contre, le maire avait des décisions humaines qu'on n'a plus. Longtemps, les maires étaient ceux, on voit dans les procès-verbaux qu'à un moment donné, c'est le maire qui va signer pour que la famille ait le droit de placer Pierre ou Paul à Saint-Jean-de-Dieu. Parce que mentalement, là, ça ne marche pas comme il faut. Ou bien de le placer dans l'hospice ici. Il y avait les sœurs, les religieux à Providence sont arrivés en 1998, puis vers 1910, 1912, il y avait tout de suite un hospice, il y avait une vingtaine de vieillards qui étaient ici. Mais pour placer des vieillards, là-dedans, il fallait la permission du maire. C'est arrivé comme ça parce qu'il était médecin. La tradition a continué, il est resté 4 ans. Après 1907, c'était plus un médecin, c'était plus Vallière, c'était un agent d'assurance. Et ils ont continué à avoir la permission du maire. Et on voit, c'est assez amusant, on voit dans les procès-verbaux le nom de Pierre Etel, là, mentalement malade. Tout ça, c'était public. Vers les années 40, là, ils ont commencé, ils envoyaient à Saint-Jean-de-Dieu ou à l'hospice ici, là, ils ont commencé à leur donner des numéros. Mais avant, c'est comme les enfants illégitimes, qui étaient bien amusants dans les procès-verbaux de la paroisse. On voit, c'est même sexiste, on voit Madeleine, née de mère, Madeleine, enfant illégitime, née de Madeleine, née de Pierrette. Le père est de père inconnu. Ils savaient bien qui était le père. Là. Le curé l'avait peut-être eu à confesse ou autre chose, mais on ne voit pas les noms des pères, on voit le nom des mères. À un moment donné, c'est pas des enfants illégitimes. Ils sont là, ils sont nés en dehors du mariage. Ils sont bien légitimes, ces enfants-là. Ils sont bien naturels aussi. On est tous des enfants naturels. Mais ils n'étaient pas pour dire, un petit bâtard. Alors, ils ont oublié ça maintenant. Ils baptisent, ils disent pas. Alors, les maires aujourd'hui, évidemment, il est arrivé vers 1930. Henri Bourassa, qui était le député du coin, les maires ont eu besoin un peu d'aide municipale et d'aide provinciale, d'aide même, je ne pose pas question si c'est fédéral ou provincial dans ce temps-là. Bourassa, c'était le député du coin. Il était un député fédéral. Alors, ils ont eu besoin d'aide, parce que bâtir des ponts, c'est de l'argent. Alors là, ils ont commencé à prendre soin un petit peu de leurs députés. Vers les années, dans tout le temps de Duplessis, on n'a pas à se cacher, c'est la même chose dans toutes les municipalités. Les maires, les conseillers, les maires s'arrangeaient pour qu'il y ait un bleu et un rouge. Et dans le temps de Duplessis, surtout des bleus. Quand le sage est arrivé, ils ont surtout fait des rouges, pour qu'on ait accès aux députés, au gouvernement. Parce qu'il y avait le patronage. Il fallait avoir de l'argent pour les routes. On a vu à Saint-André-Avelin, à un moment donné, près du rang des 14, là, pendant 6 ans,
La route qui venait de Papineauville était toute en asphalte. Au rang des 14, la route était toute en gravelle parce que les gens du rang des 14, ils ne votaient pas pour Duplessis. Alors, vous ne l'aurez pas, votre route. Bon, après ça, on arrive à Saint-André, puis là, ben, ils votaient pour Duplessis. Alors, aujourd'hui, on alterne. Mais tout ça à cause des... aujourd'hui, c'est sous-ministre. Les députés interviennent, mais pour les grands octrois. Mais c'est devenu de plus en plus satisfait. Les maires, aujourd'hui, vont plutôt s'intéresser au bien-être, non pas tellement des citoyens, mais au bien-être de la municipalité, à la réputation de la municipalité. Ils vont essayer d'attirer, pour que les gens ici puissent, disons, vivre à leur aise, ils vont essayer d'attirer des commerces, des entreprises. Ils vont essayer de créer des parcs, des îlots, comme ils ont réussi. On a quand même eu le premier CLSC rural de la province, le 4e du Québec, en 1974, quand le couvent a été transformé. Alors ça, c'est des influences politiques. L'Arena, le centre communautaire qui célèbre ses 20 ans, Montebello voulait l'avoir, Thurso voulait l'avoir, Papineauville voulait l'avoir. C'est le maire Yvon Roussel et Benoît Roussel qui, par leurs relations politiques, ont été capables d'amener le ministre Faneuf et puis qui ont été assez intelligents pour engager des architectes faire des plans avant que le gouvernement ait décidé à qui le donner. Mais les autres n'avaient pas de plans, les autres sont arrivés avec des plans. Alors ça a facilité l'ouvrage. Les maires de nos villages sont des hommes, presque tous, oui, ont vécu toute leur vie ici. Jean-Denis, le maire actuel, il est arrivé un petit peu plus tard. Mais ça fait des années qu'il est ici. Bon. Ils connaissent sa mentalité. Les gens les connaissent. Ils vont jaser avec le monde. Mais la philosophie est différente, c'est que là, ils vont penser au bien-être de toute la communauté. Comment faciliter ici aux gens leur séjour, comme pourquoi? Pour avoir des médecins, pour avoir des notaires, pour avoir des pharmaciens, hein, pour avoir des services, pour avoir la banque, la caisse. Alors ça, c'est le développement social, économique et le développement sportif. C'est plutôt le travail du maire et de ses conseillers aujourd'hui. Et à l'époque, on parle du village en 1912. Le budget annuel, à combien pourrait-il se situer exactement? J'ai été retrouver ou approximativement? Ça. En 1900, le budget était de 24 000 23 969 $. Avec 24 000 le secrétaire était payé 40 $ par année. Bon, aujourd'hui, les secrétaires, ça coûte 60 000 facilement. Ah, je ne veux pas dévoiler les chiffres, je ne les connais pas tellement. Les maires n'étaient pas payés, les conseillers n'étaient pas payés. Alors, avec 23 000 il arrivait tout balancer. Mais quand on regarde, puis ça, c'est en 1900, alors c'était la paroisse et le village, c'était tout Saint-André. Aujourd'hui, les derniers budgets là, qui ont été votés en décembre, les budgets qui sont en valeur, pour la paroisse, c'est 1 million et 1 84 000 et la même chose pour le village. Autrement dit, c'est 2 millions aujourd'hui. Et il n'y a pas grand surplus. Il n'y a pas grand surplus. Au contraire, on paye encore les dettes de 1960. Mais jusqu'à 1960, il n'y avait quasiment pas de dette. Parce qu'il y avait un phénomène qui est assez intéressant, un phénomène humain. Les gens ici avaient appris à se débrouiller tout seuls. Ils étaient loin des villes, hein, puis il n'y avait pas de grandes entreprises. Alors, quand il fallait bâtir un pont, quand il a fallu bâtir le couvent, les gens ont dit, la municipalité est tout de même pas pour aller chercher de l'argent à la Banque à Montréal ou à la Banque provinciale qui était ici, et parce qu'elle est arrivée de bonne heure, puis qu'on va payer de l'intérêt, et puis il va falloir faire imprimer des coupons. Après ça, les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas signer, acheter des obligations, c'est compliqué. Il allait voir le trésorier. Puis il disait, écoute, mon père, il avait laissé un peu d'argent. On le garde pour nos vieux jours, on va te le prêter. Et puis, alors, les trésoriers avaient tout l'argent. Quand, pas si loin que ça, en 1976, Gilles Richer, le secrétaire trésorier, raconte, qui a été secrétaire ici pendant des années, raconte que le 175 000 dont il avait besoin pour le village, là, pour sa contribution au centre, là, à l'Arena, il l'avait. Les gens étaient venus le voir. La succession, moi, ça m'a pris peut-être un mois avant de trouver dans les archives. C'était assez habilement indiqué. Les successions prêtaient 500 $, 1000 $, c'était partage de 500 ou 1000, ils prêtaient ça au trésorier. Et ça, ben, c'était marqué frais de développement. Une fois par année, ils leur payaient du 3 %, puis ils renouvelaient. Jusqu'à temps que la succession soit réglée, ben là, ils remettaient l'argent. Et il n'y a pas besoin de courtier, il n'y a pas besoin de commission,
Ils avaient tout l'argent en main. Sauf que la loi a changé, puis qu'ils n'ont plus le droit de faire ça. Alors, les gens étaient très solidaires de leur milieu. Et puis, eux autres, bien, ça leur faisait des garanties financières. C'était plus sûr, là, qu'à la banque. Si on parle maintenant du transport, vers quelle année l'automobile a-t-elle fait son apparition ici à Saint-André? J'ai posé la question à 3 points de repère là, des vieux. La réponse est arrivée, bien, c'est à Nice. C'est à Nice. Stanislas Lavallée, 1919, avait, près de l'hôtel, avait un terrain et il vendait les premiers fours à pédales. Ah oui. Et celui qui m'a raconté, le premier qui m'a raconté l'histoire de Stanislas Lavallée, puis de la première auto, m'a dit, je m'en rappelle. Parce que 2 jours après, à 4 heures du matin, mon père, ça c'est Théo Corbeil, qui était propriétaire du magasin de l'autre bord, il dit, mon père a vendu son magasin 35 000 $. Puis il dit, Tanis a repris l'auto. Mon père, il n'en voulait pas de sa maudite auto. Ça faisait une semaine, il voulait que mon père achète son auto parce qu'il savait qu'elle allait vendre. Il dit, mon père a vendu 35 000 $ en pleine nuit à 4 heures du matin à Canel. Puis il dit, il a traversé la rue, puis il est bâti de l'autre côté. Mais il dit, c'est comme ça que j'ai fait confirmer, pardon. Alors, c'est comme ça que Stanislas Lavallée, en 1919, a amené les premières autos. Et tout de suite, Théo Corbeil a demandé, il est venu maire, c'est le 3e maire, Théo Corbeil, dans ce temps-là, Savalière. Il a demandé tout de suite, il était conseiller municipal, il a demandé la permission tout de suite d'avoir des pompes à gaz. Parce qu'avec les premières autos arrivent les premiers camions. Ouais. Et en 1929, Omer Villeneuve, qui lui, tous les jours, descendait au village à Papineauville, allait chercher, et toute la malle. Lui, il avait des chevaux, et puis il y avait ce qu'on appelle une cambouze, c'est-à-dire que des fois, il amenait du monde, puis l'hiver, bien, il mettait un petit poêle là-dedans, puis les gens jasaient. Mais en 1929, c'est acheté une auto. Et là, c'est en 1929, ça a pris 10 ans, avant que le circuit postal s'établisse. Mais l'auto, au mois d'octobre, elle rentrait dans le garage. Je regarde encore aujourd'hui le vieux cordonnier, là, près de Saint-François-Xavier. Il y a un beau Chrysler de 25 ans. Quand arrive le mois d'octobre, il rentre dans le garage, enlève les 4 roues, monte 5 pneus. Pas mon beau-père, mais le beau-père de mon fils, Dorius Major, avait une grosse Studebaker, quoi, à faire peur à tout le monde. Puis il y avait un garage, et puis l'hiver, ne touchait pas à ça. Les gens, l'hiver, ils aimaient mieux leur carriole et leurs chevaux. C'était plus sécuritaire. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas d'entretien des routes. Hein. Il fallait rouler les routes. Alors, les autos, l'hiver, ils ne pouvaient pas circuler facilement. Ça, il va falloir attendre à 1940 avant que... il faut attendre à 1940 avant que les routes soient réellement entretenues. Et puis, 1940, c'est aussi... même si l'électricité a rentré et à l'hospice ici de Bonheur, mon Dieu, à un moment donné, il y a eu un incendie. Et pendant 5 mois, les gens, vers 1910 ou 1912, l'électricité a manqué au mois de juin. Ils l'ont eu rien qu'au mois d'octobre. Les gens du village, là. Parce que dans la paroisse, il n'y en était pas. Les paroisses, l'électrification rurale est arrivée en 1939. Quand Adélard Godbout a été défait là, par Duplessis, c'est la 2e fois qu'il est revenu. Alors, c'est ça qu'un vieux maire de Vinois comptait, que Jean-Paul Linel, il dit, mon garçon arrive l'autre jour, il comptait ça le mois passé, je pense. Il dit, mon garçon arrive, il dit, papa, j'ai rentré un robot pour traire les vaches. Il pensait que je serais fâché, quand il dit, écoute, il dit, moi, j'ai rentré l'électricité, quand j'ai ton âge. Il dit, ton robot, il dit, tu peux le promener, ça me dérange pas. Parlons maintenant au niveau des bâtiments. Est-ce que l'on construisait des maisons seulement en bois à l'époque? Non. Il y a eu du bois, puis il y a eu de la pierre. Il y a eu beaucoup de bois, il y a eu beaucoup d'épinettes, il y avait beaucoup mais il y avait les gens qui dessouchaient leur terre ont trouvé beaucoup de roches. Alors, les premières constructions, comme je disais, les maisons de 20 par 28 faisaient un salage et montaient ils montaient ça dans 3-4 jours avec toutes des corvées. Et le toit, c'est des bardeaux de cèdre. Mais tranquillement, à cause des incendies,
Les granges étaient évidemment toutes en bois. Ça, c'est tout monté. On a eu des merveilleux monteurs de granges. Ça, c'est tout fait en bois, puis en colombage. Il y avait le bois gratuitement, ça. C'était tout équarri. Tranquillement, la terre a servi pour, avec la terre et puis la roche qu'il avait trouvée dans les champs, ça a commencé à bloquer le salage. Et il n'y avait pas d'isolant. Alors, ou bien on gelait, ou bien on crevait. De sorte que la pierre est arrivée et tranquillement, on a vu pas les plus riches, pas nécessairement les plus riches, mais ceux qui avaient des grandes terres à bois dans lesquelles il y avait des pierres ont eu de la pierre. Le ciment est arrivé hein, quand Dalma Wissel, le grand-père de l'ancien maire Yvon, là, en 1940, a commencé à avoir une manufacture à fabriquer du béton. Avant ça, c'était de la pierre. Si on regarde les immeubles autour de nous autres, le vieux couvent là, de 1896, c'est plus le même. L'église, le presbytère, c'est tout de la pierre bosselée. À Montebello, quand Papineau a construit son manoir en 1950, c'est toute de la pierre qu'il allait chercher dans les carrières ici. Et actuellement, on a tout le service de route, tout l'entretien. On a des carrières ici là, de pierre et de sable. Alors, ça a été un mélange des deux. Sauf que la pierre, ça demandait de la chose, ça demandait du travail. Et, les gars, les premiers colons étaient peut-être habiles de leurs mains, mais dans le bois. Mais tailler la pierre, c'était un métier plus difficile. Puis pourtant, quand ils ont bâti l'église, ils ont emmené la pierre, ils l'ont montée, puis ils l'ont taillée. Mais c'était pas tout à fait naturel au début. La période des fêtes à l'époque, comment ça se passait? Il y a toute une préparation qui se faisait. D'abord, l'Église parlait de l'Avent. Hein, là. Alors, c'était quand même une période. On ne pouvait pas se marier pendant l'Avent. Il fallait attendre au lendemain de Noël. Alors, les familles étaient concentrées chez elles, et pouvaient se préparer à Noël. Parce que, d'abord, il fallait préparer la minuit, il fallait préparer les chants, il fallait préparer les cantiques. Donc, tout de suite, il y avait une fête religieuse et les parents, il n'y avait pas tellement d'argent. Alors, ils ne pouvaient pas acheter des trains électriques, ça n'existait pas. Alors là, ils fabriquaient un beau petit cheval avec une berceuse, avec leur meilleur bois. Et ils choisissaient leur merisier ou leur cerisier un an à l'avance pour le laisser tremper, pour y donner et ses rampes. Alors, les chevaux de bois, il y a eu énormément de chevaux de bois. Les poupées, les mamans fabriquaient leurs propres poupées, mais avec des costumes. C'était pas des cheveux, c'était des barbiches, là, des espèces de petites lanières, d'épinettes, des racines. Mais nos mères étaient d'excellentes couturières, faisaient les vêtements de tous leurs enfants. Alors, les Barbies du temps, là, les fillettes en ont eu. Et puis, il y avait une orange. Ah, des oranges, des pommes, ça allait. Alors, il y avait le bas de Noël. Il fallait aller mettre le bas, là, le 24 au soir, pour que là-dedans, il y ait des pommes qu'il avait gardées. Et puis, il était venu au village. Et puis, il avait précieusement acheté des oranges. Ça, l'orange, c'était... je me rappelle, là, moi, je suis septuagénaire, ma femme aussi. Puis ma femme raconte que quand elle avait 15 ans, un orange à Noël, alors ça, voyez-vous, c'était en 35-36, c'était prêt. Alors, mais c'était une joie. Et puis, aussi, c'est que il y avait le droit, dès qu'il y avait, même les plus jeunes, ils ne se faisaient pas garder. À 10 heures le soir de Noël, le 24 au soir, la famille était debout. Et ça prenait une demi-heure pour tout emmitoufler ce monde-là, venir à la messe de minuit, alors, et revenir. Alors, les pauvres enfants, ils étaient enchantés de cette nuit-là. Leur cadeau, c'était la nuit, les étoiles, le chant, la musique, l'encens. Puis quand ils revenaient et qu'ils voyaient leur bas, ah ben là, ils ne savaient pas que c'était le Père Noël. Et puis, il n'y avait pas de magasin. Et les enfants n'auraient pas demandé de l'argent. Ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, c'était complètement différent. Très, très, très animé. Et puis, le soir de Noël, ben là c'était les grandes fêtes. Les grandes fêtes dans le coin. Parce que la grande fête, c'était pas à Noël, c'était au jour de l'an.
Ah oui. Parce qu'au jour de l'an, là, les grands-parents, les oncles, les tantes arrivaient. Ils venaient pas à Noël. À Noël, c'était local. Mais la famille, ben, le grand-père et la grand-mère, généralement, habitaient avec les parents, avec les jeunes, les enfants. Mais les oncles, les tantes des alentours, là, qui rappliquaient, là, ça rappliquait au jour de l'an. Alors, toute la semaine après Noël, bien évidemment, c'était va-et-vient dans la maison parce que c'est là qu'il fallait tuer le cochon. À part que c'était l'agneau, le mouton, mais à Noël, c'était le porc. Alors, et puis là, ben, il fallait garder toutes les tripes pour les faire sécher. Pour faire la saucisse, le boudin, il fallait garder le sang. Alors là, la semaine de Noël, il fallait faire les tourtières, il fallait faire les tartes. La semaine de Noël était occupée tout le temps. Alors les enfants aidaient, allaient dans le caveau, allaient d'un côté puis de l'autre, allaient chez la voisine, chercher ci. Alors c'était très beau. On a développé la région. Toute région, on parle beaucoup du développement touristique, l'industrie touristique, tout ça. À l'époque, on ne parlait pas de ça, j'imagine, du tout. Non. Ça, il faut remonter après la guerre. Quand il n'y avait pas de touristes ici, les cultivateurs avaient des petites sources. Je regarde aujourd'hui, on a 4 gros lacs, là, lac des Quatre-Chemins, lac Alors, lac des Ormeaux, lac du Vieux-Pin. Mais c'était des petites sources. Alors, c'est quand les coopératives ont commencé à sentir la concurrence des premiers magasins en chaîne et que les produits de nos cultivateurs se vendaient moins bien et que les jeunes de 20 à 25 ans allaient travailler en ville, les jeunes filles aussi, et ne revenaient pas sur la terre. Alors là, tranquillement, l'agriculture a commencé à diminuer. Or, si on avait 450 cultivateurs dans Saint-André, il en reste peut-être une douzaine. Aujourd'hui, ça, c'est de 1940 à 1970. C'est une chute dramatique. Les maires de la paroisse ont prévu le coup. Un peu partout, sauf qu'il n'y avait pas tous des lacs. Les cultivateurs, il y avait du tourisme qui venait au lac Simon après, disons, vers la fin de la guerre. Là, les gars revenaient. Les gens, les femmes qui avaient travaillé dans les usines de munitions, les gars revenaient, tout le monde avait travaillé, il y avait de l'argent partout. Et à force de travailler, puis de s'inquiéter du père ou du fils qui était là-bas, là, il y a eu une grande détente. Et là, ils ont pris le chemin des campagnes. Ils ont quitté les villes. Et c'est là qu'a commencé le tourisme au lac Simon. Tranquillement, les cultivateurs ont vite compris ce que c'était. Et leurs anciennes terres se sont transformées en coins d'accueil. Il y a tout de même, quand on dit, il y a un chalet dans le village, mais qu'il y en a 320 qui valent 13 millions dans la paroisse, bien, 320 chalets, là où il n'y avait rien il y a 30 ans, sauf des terres, le touriste, le touriste cherchait à quitter les villes, à oublier la guerre, et s'est emmené ici, le lac Simon, et il est arrivé que, à ce moment-là, les collèges, le Collège Saint-Laurent à Montréal, le Collège Brébeuf, amenaient, et il y avait le scoutisme, amenaient le scout, et les couvents amenaient les guides, ils cherchaient des endroits. Et c'est comme ça qu'on a découvert le lac Simon, et que beaucoup de jeunes l'ont découvert. Et un petit peu plus tard, ils sont venus l'habiter, et ça a descendu au Vieux-Pin, ça a descendu, et aujourd'hui, on a 4 grands lacs avec, autour de Saint-André-Alnay. 13 millions de valeur, ça aide, ça aussi, pour les taxes. Ouais. Et quand est arrivée la motoneige, l'invention de la motoneige a augmenté la durée. Avant, les gens arrivaient à la fête de dollars, à la fête de la Reine, et puis, quand arrivait à la fête du travail, là, ben, ils fermaient les chalets. Les plus tenaces espéraient jusqu'au mois d'octobre. Mais au mois d'octobre, là, il n'y avait plus rien. Tous les touristes étaient partis. La population de Saint-André retombait. Il n'y avait pas 1500, il y avait peut-être 800 habitants. Ça retombait à rien. Quand arrivait à motoneige, là, c'est pas en ville qu'ils pouvaient pratiquer ça. Les chalets ont commencé à s'ouvrir. Au lieu on avait les matériaux bonhommes à Papineauville, mais à un moment donné, on s'est retrouvé avec 3 ou 4 grands clos de clos de bois. Les gens transformaient leur chalet d'été en chalet d'hiver. Les saisons s'allongeaient. Les fêtes, les festivals ont commencé à avoir lieu. Les garages, les restaurants ont commencé à faire un peu plus d'argent. Et aujourd'hui, bien, c'est tout à fait normal. Presque tous les chalets autour de nos lacs sont hivernisés. Pour terminer, si on regarde une vue d'ensemble de Saint-André-Avelin aujourd'hui,
et Saint-André-Havelin à l'époque. Est-ce qu'on peut établir certains parallèles entre les deux? Là, pour ne pas être né ici, j'ai pu avoir, disons, des traditions différentes. J'ai pu constater que le goût de la fête qui existe ici, quand existait autrefois. Quand mon gars s'est marié, j'ai dit, je vais inviter mes frères et mes sœurs, mon oncle, ma tante. Alors, mon gars me répond, il dit, papa, ça va être difficile. Comment ça? Il dit, nous autres, ils ont peut-être être une dizaine, mais il dit, si ma femme fait ça, ils vont être 250. Fait qu'on va se contenter des pères et mères. Le goût de la fête, le goût de la famille est resté. Ça, c'est ce que les ancêtres avaient, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants l'ont. Ce que j'ai constaté aussi, cette détermination, on appelle ça l'esprit de clocher, mais on appelle ça aussi l'esprit de la petite nation. Les gens sont habitués à se débrouiller, eux autres mêmes, à s'organiser. De sorte que, si vous avez une équipe de hockey ici à Saint-André, ils sont bien contents des succès de leur équipe. Mais quand elle va jouer à Ripon, Ripon il est content des succès de son équipe. Quand Stéphane Richer jouait pour Ripon ou Lafleur pour Tursault, les gars de Tursault, ils étaient contents. Les gars de Saint-André, ils étaient abaudis. Alors, cette rivalité entre dans tous les sports, parce qu'il y a beaucoup de sports dans la région, il y a beaucoup de loisirs, cette rivalité qui est très forte pour soutenir nos joueurs, nos jeunes, est aussi, il y a eu des batailles épiques entre les villages. Il n'y a pas de rivalité quand on parle de la petite nation. On va parler d'un village, ah oui, si on ça, on veut ça. Si on a un festival, on veut un festival. Cette rivalité, cet esprit de clocher-là, qui fait la force de village, mais qui fait aussi la difficulté. Tu sais, s'ils veulent bâtir un beau monument à Ripon, demandez pas aux gens de Saint-André d'aller trop contribuer pour le monument de Ripon et qu'ils se débrouillent. Mais quand on a voulu avoir le festival, le festival des Jeux d'hiver contre des villes comme contre Montréal, puis on a trouvé dans les 21 municipalités tout l'argent, tout l'appui, tout le bénévolat. On ne l'a pas eu, le festival. Mais quand on parle de la petite nation, c'est sacré. Alors, cet esprit, parce que tout en développant leur village, ils ont constaté que c'est en se dotant de services communs, en ciroyant pour que ce soit nous autres qui l'aillent, pas l'autre, mais que se sont développés, ils se sont rencontrés, et des cousins, des cousines. Alors, cette solidarité-là et cette fierté de la région existe. Monsieur Bernard Pilon, maire de la paroisse de Saint-André-Havelin, quel terme pourrait bien décrire ce qu'est la paroisse de Saint-André-Havelin? Paysage, dynamisme, développement, accueil, c'est sûr aussi nos épinglettes. C'est une municipalité accueillante. Et comment voyez-vous votre municipalité dans 10 ans, par exemple? C'est de la projection, ça, mon cher ami, avec la rapidité que les choses se passent. Sauf qu'avec le dynamisme des gens du milieu et l'implication des gens du milieu et le tissu social de bénévolat, je pense que dans 10 ans, il va y avoir une amélioration de ce que c'est que va être Saint-André en termes de développement. Nous avons à peu près toutes les infrastructures qu'une municipalité doit posséder pour mieux gérer son développement. Est-ce que vous avez des projets d'avenir en ce qui concerne votre municipalité? Bien, dans les projets d'avenir, vous savez, on a une cartographie écologique qui nous permet une meilleure gestion du milieu, en tout cas une meilleure compréhension de ce qu'on veut faire avec le milieu. Et je pense que, en termes de développement, on va voir une progression du développement horticole et un peu agricole aussi. Vous allez voir de la petite industrie, de la PPE, de la petite entreprise, puis de la PME, de la petite et moyenne entreprise. Et à ce sujet, actuellement, on a déjà une microbrasserie qui est en train de se démarrer.
qui devrait être en production au mois de septembre. C'était un bâtiment qui était inoccupé et les gens se sont mis ensemble pour essayer de trouver une vocation. Vous voyez de ce côté-là que ça peut être, et aussi du côté touristique. Le côté touristique, nous avons un camping qui vient de faire son apparition en bordure du village ici. C'est avec l'autre camping que nous avons aussi au Vieux-Pin. Ça fait quelque chose d'intéressant parce que dans les campeurs, ce sont des gens qui ont l'usage, ils utilisent, si vous voulez, les services municipaux, les commerçants, puis tout ce monde-là. C'est ça qui est intéressant. Au Québec, on parle de plus en plus de fusion de municipalités. Est-ce que la paroisse et le village de Saint-André-Avelin pourraient éventuellement devenir qu'une seule municipalité? La vision des élus pour pouvoir avoir la meilleure information possible. Il y a beaucoup de bonhommes sateurs qui se promènent avec des frousses. Et puis, mais nous, on a décidé, les deux municipalités, de faire une étude par une firme indépendante qui va nous dire la situation de la municipalité. Ils font même un inventaire des associations que nous avons dans le milieu. Comment est-ce qu'ils travaillent? On y va dans une étude approfondie. On dépasse les limites juste études financières. Parce que tout ça, il faut que ça soit orchestré si on veut avoir une réalisation intéressante. Et écoutez, que l'on le veuille ou que l'on ne veuille pas, le législateur va faire en sorte que va devoir se faire ça. J'aime mieux me conditionner puis essayer de voir ce qui est intéressant de faire plutôt que d'attendre d'être poussé dans le dos. Et en terminant, est-ce que la paroisse se porte bien en termes financiers? Bien, moi, écoutez, vous me posez une question, c'est vrai, ça se porte bien. Nous avons à peu près, peut-être 225 000 $ de dette au total pour à peu près une évaluation de 62 millions. Il n'y a plus d'endettement, à toute fin pratique. On termine de payer les installations sportives, l'aréna, la salle, puis ça finit de se payer dès le début de l'année prochaine. Donc, à ce moment-là, il va y avoir d'autres projets qui vont venir. Dans le domaine du réseau routier, on a fait depuis les 5 dernières années, même si les chemins appartenaient au gouvernement, ils en ont fait, on en a fait plus dans les 5 dernières années qu'ils en ont fait durant 25 ans. Sauf qu'on a pris une municipalité, quand je suis arrivé à la mairie, qui avait une situation financière intéressante. Les périodes difficiles étaient à toute fin pratique passées. Donc, il s'agit de maintenir le rythme de croissance et de développement. Et le réseau routier, il faut qu'il soit amélioré, ça c'est sûr. Puis on y va en grand. Donc, un bel avenir pour la paroisse de Saint-André-Avelin. Bon, je pense que oui, un bel avenir, en autant que les gens demeurent aussi vigilants avec leurs choses. On ne leur fait pas des choses comme on veut, mais on fait des choses du mieux qu'on peut, puis ça réussit bien. Monsieur Bernard Pilon, merci beaucoup. Vous êtes bienvenu. Au revoir. Monsieur Jean-Denis Lalonde, maire de Saint-André-Avelin, village, quel terme pourrait bien décrire votre village? Mon village, c'est une municipalité avec divers services professionnels, de loisirs, de santé, d'éducation. C'est aussi un milieu de vie où les gens s'accueillent puis participent, collaborent. Plein d'associations, plein de bénévoles qui, chacun de leur côté, développent pour la communauté des services. C'est une communauté vraiment qui est vivante. Comme beaucoup de municipalités de la petite nation, la force majeure de Saint-André-Avelin est l'industrie touristique. Est-ce que vous allez chercher à développer d'autres avenues pour faire face justement aux années 2000 qui approchent bientôt? C'est certain que l'industrie touristique est très, très importante à Saint-André-Avelin, village et paroisse. Mais c'est pas seulement l'industrie touristique, il y a aussi l'agriculture qui demeure une force. Il y a aussi les services qui sont présents à Saint-André et qui est un élément important à améliorer puis à installer de plus en plus. Alors, ces trois volets-là sont importants pour l'avenir. Le Québec vit au rythme des fusions de municipalités. Est-ce qu'éventuellement, on va pouvoir avoir une seule et même municipalité en Saint-André-Avelin, village et paroisse? Possiblement, c'est possible. Ce qu'on fait actuellement, c'est avec la paroisse, les deux conseils et une firme qu'on a engagée conjointement, une firme privée. On est en train de faire l'étude
d'une fusion potentielle. On présente ça aux citoyens dès cet automne. Cette fusion-là, ou cette étude-là vient nous dire, vient nous présenter divers aspects d'une fusion, autant au niveau des services à mettre en commun, qui sont déjà en commun, la taxation, le budget, le fonctionnement, les employés, les points positifs et probablement aussi négatifs d'un projet de fusion. Je pense qu'on va déposer ça cet automne et les citoyens vont décider si ils veulent aller plus loin, effectuer le dernier pas qu'il nous reste à faire pour entre nos deux municipalités, puisque actuellement on est à peu près intégrés dans tout. Alors, on dépose ça cet automne, puis les citoyens décideront. Il y a l'exode des jeunes et le vieillissement de la population. Est-ce que c'est une préoccupation pour la municipalité pour l'avenir? C'est certainement une préoccupation, mais peut-être que je vais tenir des propos à contresens qu'on entend habituellement. Dans notre municipalité, quand on regarde les écoles qui sont pleines depuis 20 ans, qu'il y a une augmentation de la clientèle, de la fréquentation scolaire depuis 20 ans dans nos écoles primaires et secondaires, c'est les seules municipalités qui ont eu ce phénomène-là. Donc, à cause des quartiers résidentiels qui sont développés, à cause des services, notre population n'a pas vieilli. Il y a aussi des gens qui ont vieilli dans notre population, mais je pense qu'on a un équilibre intéressant. C'est la réalité actuellement. Qu'est-ce que vous diriez à un inconnu pour le convaincre de venir demeurer à Saint-André-à-Blanc? Oh, une question difficile. D'abord, il faut connaître l'inconnu. Il faut lui demander à partir de ses besoins. Qui il est, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut vivre, où il veut vivre, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il planifie sa vie, son futur. Puis à partir de ça, on peut, à Saint-André, répondre à beaucoup de besoins qu'il pourrait avoir quant à sa qualité de vie, quant à son travail, quant à la nature qu'il veut fréquenter, quant au lac, quant à des quartiers paisibles le long de la rivière ou autres. À partir de ces besoins, on peut répondre à beaucoup de ces besoins à Saint-André-à-Blanc. Vous êtes une des personnes responsables d'un projet de récupération pour la petite nation. Et si ça se réalise, naturellement, ça va avoir des répercussions pour plusieurs années à venir. Oui, ça va avoir des répercussions dans toute la petite nation et à Saint-André aussi. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus avec un ensemble de municipalités de la région des Laurentides. Et on arrive, c'est presque réalisé l'établissement d'un centre de tri. Parce que la cueillette sélective, la gestion des rebuts, la conservation des ressources passe obligatoirement par un centre de tri. Et on va avoir un centre de tri avec un ensemble de municipalités qui desservira environ 250 000 personnes. Et la petite nation, plusieurs municipalités, je pense une douzaine, vont y adhérer. Ça va changer nos habitudes, ça va répondre aux besoins des gens qui, depuis une dizaine d'années, sont sensibilisés puis nous disent quand on va pouvoir, nous aussi, récupérer, conserver nos ressources. Alors, ça va nous obliger, dans les 4-5 prochaines années, à s'habituer à récupérer, à trier, à permettre que ces ressources-là qu'on a envoyées actuellement au centre d'enfouissement aillent au centre de tri puis soient recyclés. Alors, c'est un projet peu dispendieux qui va nous obliger et nous permettre de récupérer. C'est intéressant. Si on parle en termes financiers, est-ce que votre municipalité est en bonne santé? Je pense que c'est certain que le maire il va vous dire que oui. Là. Quand on regarde la réalité de notre situation financière, moi, je regarde deux pôles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le budget qu'on a actuellement? Puis, c'est quoi l'endettement? L'endettement de la municipalité, en ajoutant cette année l'assainissement des eaux, va tourner à 550 000 environ. C'est une dette très basse. Et quand on regarde les projets d'immobilisation qu'on peut faire avec notre budget, puis les services qu'on peut donner aux citoyens, moi, je pense qu'on est en santé financière. Et pour les 5 prochaines années, on peut vivre avec une sécurité sur le niveau de la taxation, une sécurité assurée. On est capable, avec notre budget actuel, de continuer à immobiliser, à développer nos services, à développer nos infrastructures
sans aucune augmentation de taxes, en payant nos dettes aussi. Alors, à ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude pour la sécurité financière de la municipalité. Monsieur Lalonde, merci beaucoup. Merci. Voici ce qui termine cette série de 5 émissions sur l'héritage de nos ancêtres. J'aimerais personnellement remercier tous les gens qui, de près ou de loin, ont collaboré à cette émission, et plus spécifiquement M. Jacques Lamarche. Si vous désirez des copies de cassettes de ces émissions, n'oubliez pas, vous pouvez nous téléphoner au 427-8663. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là.